Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audace. Aujourd'hui, je reçois Edna Spillman, une femme inspirante qui m'a envoyé d'ailleurs, après notre échange, une phrase qui résume parfaitement son état d'esprit. On a la vie qu'on se choisit. Et en effet, cette phrase lui va si bien. Elle reflète son parcours, ses choix et sa vision de l'entrepreneuriat et de la vie. Fondatrice de Room 260, Edna a su créer un univers où la mode devient un véritable outil de confiance en soi et d'affirmation personnelle. Dans cet épisode, on parle de la prise de risque, d'équilibre entre vie pro et perso, d'oser être soi-même et de créer une vie à son image. Une conversation sincère, inspirante et pleine d'audace. Un immense merci à Edna pour sa sincérité, son énergie et ce bel échange. Merci à elle d'avoir partagé son parcours et sa vision avec autant de générosité et d'authenticité. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Edna. Bonjour Chloé. Merci de m'accueillir chez toi. Je dois te dire d'abord, c'est sublime. C'est tout ce que j'aime. C'est fait avec goût. Je suis pas trop étonnée vu ton parcours, vu ce que tu fais aujourd'hui, professionnellement parlant. C'est une femme avec du goût. Ça, je crois que ça te définit pas mal. C'est gentil. En plus, je prends le compliment. T'es sublime. T'es Merci. magnifique, rayonnante. Merci. Au travers des réseaux, j'avais vu cette partie-là de toi. Hein. Mais parfois, tu sais, on a l'impression que les gens peuvent un peu faker. Et là, je trouve que c'est tes propres... en réel, t'es la même chose que Propre sur les à réseaux. l'image. Propre à l'image, exactement. C'est ce que j'ai toujours voulu transmettre. Voilà, tu le fais avec brio. Je peux commencer par te demander, s'il te plaît, de te présenter. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Edna. J'ai 3 magnifiques filles. Je suis mariée, j'ai 39 ans. 2025, ça sera l'année de mes 40 et je suis très heureuse d'entamer 2025 pour mes 40 ans. Alors, je suis fondatrice et cofondatrice de Room 260 et Yes Boutique. Et en parallèle, eh bien, je fais tout ce qui est masterclass, coaching mode, personal shopping. Donc, c'est plutôt une boutique 360 degrés que j'appelle, que j'offre aujourd'hui mes services via ce créneau-là. Quel genre de petite fille tu étais ? Alors moi, je viens d'une fratrie de 5 enfants où on a été élevés avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, une famille d'entrepreneurs, d'indépendants, avec une maman qui s'est beaucoup occupée de nous. Moi, je suis la 4e d'une fratrie de 5. Je pense que j'ai été une enfant... d'après ce que mes parents disent, très sage. J'ai toujours été dans les rails du train, on va dire. J'ai toujours bien étudié. J'ai toujours eu beaucoup d'amis et une chouette scolarité, vraiment très chouette. Et niveau amis et niveau frères et sœurs, ça s'est toujours très bien passé. T'es proche de tes parents et de tes frères et sœurs ? Très. On est très soudés. Ça, c'est quelque chose que justement, je montre pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je préserve ça. C'est vraiment une unité, notre famille. Et aussi maintenant ma belle famille qui est devenue ma famille. Et c'est très important pour moi de garder ça dans notre petit cocon un peu secret, justement. J'en parle pas beaucoup et je préserve ça. Mmh. Quelles valeurs tes parents t'ont-ils transmises ? Alors, une des valeurs principales et qui aujourd'hui me caractérise énormément, c'est vraiment la valeur du travail. La valeur du travail, la rigueur, être droit dans ce qu'on fait, être passionné par ce qu'on fait. Alors, la passion, je l'ai trouvée plus tard. Donc, je ne sais pas si ça, je l'ai eu en tant que valeur. Je l'ai trouvée plus tard. Mais c'est vrai que la rigueur du travail, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'entourent, ils savent à quel point c'est important. Tu dis que tu as trouvé la passion plus tard. Tu peux nous raconter ton parcours un peu
académique, je vais dire, et puis professionnelle, le début de ta carrière? Oui, alors c'est drôle parce que pendant le podcast, je suis assez contente d'être là et de partager ça avec toi. Trop gentil. Qui me met assez à l'aise parce que c'est finalement une intimité de raconter tout ça. Mais comme j'en suis fière aujourd'hui, je suis vraiment ravie de le partager. Et donc, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être styliste. Vraiment, le vêtement déjà petite, c'est-à-dire que même à l'âge de 12 ans, j'allais dans des mouvements de jeunesse, j'étais toujours bien habillée. On me disait, ah, mais d'où ça vient? 8 ans, 9 ans, 12 ans, j'ai encore ce souvenir-là. Donc, la passion du vêtement était très importante chez moi et je me suis dit que j'allais faire stylisme. Et puis j'ai commencé j'ai terminé l'école assez tôt parce que je suis née en octobre. J'ai terminé à 17 ans et demi. Donc arrivé à ce moment-là, je me cherche un peu. Je me dis je vais commencer stylisme, c'est ce que je voulais faire. Donc j'y vais. Sauf que je commence et arrivé là, je me trouve un rien trop jeune. Pourtant, j'ai super bien réussi cette première année, vraiment. Et pourtant, j'ai décidé d'arrêter, de voyager un petit peu pendant 6 mois. Et une fois que je suis revenue, de comme un accord un peu familial, j'ai décidé de faire quelque chose de plus global. Donc, j'ai décidé de faire du marketing qui était facile pour moi. Je savais que j'allais bien réussir. Voilà, l'EFEC, j'étais super bien entourée. Et ça a été relativement facile. Je suis même pas sortie de l'EFEC que j'ai été débauchée par une dizaine de boîtes parce que j'avais un parcours, facile, simple, toujours bien réussir. Et donc, je décide de rentrer chez ING parce que pas mal de mes potes de l'EFEC vont chez ING aussi. Et à ce moment-là, ING est en plein boost, ils engagent énormément. Donc, je rentre là chez ING, mais j'étais vraiment un bébé. Donc là, j'ai même pas 21 ans. J'ai 20 ans quand je termine. Et j'arrive et à la limite, je sais même pas ce que c'est encore un compte bancaire. Donc, c'est ça assez drôle d'arriver chez ING. Et là, je suis entourée, et c'est là où je me dis que la rigueur du travail est tellement importante. Je suis entourée de personnes avec et j'adore l'humain, en fait. J'adore l'humain, mais là, je suis entourée de personnes super bienveillantes, avec un directeur d'agence extraordinaire, des collègues top, où quand on me fait une remarque, je pleure, mais on me dit, mais Edna, c'est pas grave, t'es un peu le bébé de la boîte, ça va aller, t'inquiète pas. Et en fait, petit bout par petit bout, je suis bien ancrée chez ING. Je monte les échelons assez rapidement. Et donc, la petite Edna, hyper timide, hyper introvertie, qui pleure dès qu'elle fait un truc pas bien parce qu'elle veut toujours bien faire, j'arrive à monter super haut et je suis super fière de moi. Et je me dis que quand même, non seulement j'ai bien été épaulée par mes parents, j'ai bien été épaulée par mon mari avec qui on s'est mariés pendant que j'étais chez ING. Et je suis hyper bien entourée par ces mêmes collègues. Il y a beaucoup de gens chez ING qui bougent, mais moi, je suis assez stable. Je suis bien ancrée, les pieds dans la terre. Et ça se passe super bien. Et puis, à ce moment-là, mon mari décide de se lancer en tant qu'entrepreneur, d'ouvrir des boutiques. Je le pousse pas mal parce que je sais de quoi il est capable. Sauf que l'entrepreneuriat, à ce moment-là, c'est pas si facile. Donc, il faut savoir que je bosse 5 jours semaine, que j'ai déjà une petite fille à ce moment-là. Et j'adorais travailler le samedi pour avoir un peu plus de congés. Donc, 6 jours semaine. Et je bosse avec lui le samedi. Je fais de toutes les paperasses. Et là, je me dis qu'en fait, je sais plus où est ma place. Et donc, je me dis qu'il faut choisir. Et là, je décide de quitter ING, mais sur un sentiment super positif. Je quitte ING pour me lancer avec mon mari. Et là, c'est pas si évident de trouver sa place quand on est entouré de 25 collègues tous les jours. Et là, on se retrouve un peu seul. Pas un peu, beaucoup. Très, très seul. Trouver sa place, ça a été super compliqué. Quel âge tu as là quand tu quittes ING? Là, quand je quitte ING, donc je suis enceinte. J'ai accouché de ma deuxième fille. Donc, on est en 2012-2013. Voilà, 2012-2013, donc j'ai plus ou moins 30 ans. Okay. Voilà. Ton époux a déjà ouvert sa première boutique ou il cherche, il a la jeunesse du projet ou il est vraiment déjà établi? Il vient de se lancer et je l'ai beaucoup aidé dans tout ce qui était ouverture de société, papier, banque, crédit. Donc, comme je travaille à la banque, c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances là-dessus aussi. Donc, je l'aide énormément, mais j'ai ma tête entre les deux. J'arrive plus à me donner à 100%, ni là, ni là. Et donc, avec mon mari, on décide que je quitte. C'était pas une décision facile du tout parce que j'étais bien. J'étais super bien. Et donc, là, ça a été un gros défi pour moi. C'était pas facile de trouver ma place. Et là, j'ai beaucoup appris avec lui. Et là, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues. On se rend compte qu'être indépendant, c'est vraiment pas facile. Et on se rend compte qu'être employé, alors on dort mieux la nuit, on a beaucoup d'horaires, on voit pas beaucoup ses enfants, c'est vrai, on les drop à la crèche, on vient les chercher, mais on dort vachement bien la nuit. Là, on dort plus beaucoup. On court comme des dingues. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit où je te rejoins, c'est qu'il faut faire beaucoup d'heures pour avoir le package salarial qu'on avait finalement avant.
Et finalement, voilà, de fil en aiguille, je cherche ma place. Ça a pris beaucoup de temps. Ça n'a pas pris 1 mois, 2 mois, pas 1 année, pas 2 années, pas 3 années. Et là, on décide en fait, quand je le rejoins, de directement se développer très fort. Donc, on ouvre une boutique, on ouvre une 2e boutique, on ouvre une 3e boutique, on ouvre une 4e boutique. Wow. Très vite, très rapidement. Et je tombe enceinte d'une 3e petite fille. Je tombe enceinte d'une 3e petite fille et là, le stress est violent. Là, on est à l'apogée du stress, de courir dans tous les sens. On se dit qu'être indépendant, c'est vraiment pas facile. On a 2 petites à la maison. Pour passer juste une petite anecdote, la 2e, je suis entre ING et une nouvelle boutique qu'on ouvre. Donc, pour vous dire, mon congé mat, il a duré 10 jours. Hein. Okay. Voilà, donc après, c'était un choix. Ouais, bien donc, sûr. Aucun regret. Sauf qu'à partir du moment où je suis enceinte de la 3e et qu'on attend cette merveille avec impatience et que le jour de la naissance, on nous apprend qu'elle est plus là, que son petit cœur ne bat plus, eh bien, le monde s'écroule. Ouais. Ouais. Le monde s'écroule, vraiment. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule et en fait, je suis assez reconnaissante du parcours de vie que j'ai eu parce qu'aujourd'hui, je suis qui je suis et c'est pour ça que j'avais aussi envie de partager que dans la vie, c'est important de pouvoir se relever, de prendre de ses faiblesses des forces. Et c'est là où j'ai dit, en fait, il faut que j'arrête de courir. Il faut que j'arrête de courir. T'as changé un petit peu ton rapport au travail. Ouais. Comment? Explique-nous. Alors là, j'ai complètement changé par rapport au travail. On a décidé de calmer tout. Toute l'évolution de Yes Boutique où c'était vraiment l'idée de devenir presque une chaîne et de courir après le temps. Et donc, on était en transition. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on s'agrandit vraiment une énorme équipe puisqu'après 4 ou 5 boutiques, c'est vraiment d'autres gestions ou bien on se calme. Et donc, après ce qui s'est passé, la décision a été très vite prise. On se calme. On se calme, on repose ses priorités, on respire, on prend l'air, on marche beaucoup. On fait reposer son esprit. Et là, le noyau familial, il est hyper important. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me demandais, le noyau familial, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup soutenue. Mes amis, c'est comme ma famille. J'ai un chouette noyau d'amis et ils ont été super présents. Donc là, on décide de fermer une boutique, une 2e boutique. C'est pas facile parce qu'il faut savoir, comme je t'ai dit, qu'après 10 jours, j'ouvre une boutique. Après 10 jours post-accouchement, j'ouvre une boutique. C'était mes bébés, entre guillemets. Donc, de les fermer, c'était pas évident, surtout que c'était des boutiques qui fonctionnaient bien, mais c'était un choix. Et puis, le choix a été de vraiment rebondir à la vie, parce que j'avais 2 magnifiques filles qui avaient besoin de voir leur maman heureuse, comme elle l'était avant. Et donc là, il faut rebondir. T'as envie de retrouver goût à la vie, tu te cherches un petit peu. Et là, je me dis, j'avais envie, c'est difficile à dire, mais j'avais envie de ce bébé. Donc, on décide avec mon mari de remettre la machine en route. Et là, c'est une 4e grossesse qui est très compliquée. On va pas se mentir, elle est très compliquée, elle est très angoissante, très stressante. On se dit que une grossesse, un bébé, c'est un miracle de la vie et on s'en rend compte à ce moment-là. Donc, comme les 2 premières, c'était super bien passé, c'est vrai que on prend plus de précautions, mais c'est difficile. Donc, ça a été 9 mois vraiment d'angoisse. La grossesse s'est super bien passée, hein. Mais ça a été 9 mois d'angoisse pour moi. Et quel était ton mindset, toi, par rapport à ça? Donc, tu vivais cette grossesse assez stressante, ce qu'on peut totalement comprendre. Les boutiques, elles fonctionnaient un peu, je vais pas dire en autonomie, mais est-ce que là, ton mari gère plutôt ce côté-là ou tu es toujours autant impliquée? Alors moi, j'ai un mindset par rapport au travail. Comme je t'ai dit, mes valeurs du travail sont hyper importantes. Et donc là, en fait, je travaille à fond, justement. Pour pas être trop stressée pendant la grossesse, je travaille peut-être même un peu plus. Mais on a moins de charge de travail puisqu'on a quand même fermé 2 boutiques à ce moment-là. Et là, en plein milieu, donc là, j'annonce aussi ma grossesse beaucoup plus tard, donc je suis beaucoup plus de précautions, je cache beaucoup. Il y a tout un mindset par rapport à ça où je travaille et je garde ce bébé bien au chaud pour que tout aille bien. Ça, c'est vraiment l'idée. Sauf que je sais pas pourquoi, de nouveau, une opportunité s'annonce en plein milieu de ma grossesse. Et comme je suis de quelqu'un qui réfléchit pas trop, je bondis quand quelque chose me parle, j'y vais très vite. Et là, l'opportunité d'ouvrir un nouveau shop s'annonce et Raph me dit écoute, maintenant t'es en pleine grossesse, on avait dit qu'on se calmait. J'ai dit ouais, mais je la sens super bien. Tout va aller. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Ça, c'est vraiment. Et t'es quelqu'un d'instinctif? Hyper. Donc, je le sentais bien, on fonce.
on fonce. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre aussi via ce podcast. Quand on le sent de l'intérieur, pas se poser trop de questions. Ça va se faire, ça va bien se faire. C'est compliqué à comprendre, mais c'est vraiment ça mon idée. Et là, une opportunité s'annonce, mais c'est un peu délicat parce que on doit signer, je crois, 2 mois avant que j'accouche et on devrait entrer en terme le jour de l'accouchement de nouveau. De nouveau, donc je fais en sorte que ça se passe, mais ça se passe 6 mois plus tard pour que je puisse accoucher calmement. Tu décales un peu l'ouverture. Je décale un peu l'ouverture, voilà. Et je dis, si ça se fait, tant mieux. Et si ça se fait pas, ça sera quand même le bébé la priorité. Mais ça se fait. Donc, j'y crois à fond. Et donc, arrive comme par merveille ma 4e petite fille, qui est mon rayon de soleil. Vraiment, un rayon de soleil. C'est inexplicable à quel point elle m'amène du bonheur. C'est inexplicable à quel point elle arrive à un moment donné de ma vie où j'ai vraiment besoin d'elle, où on a vraiment besoin d'elle, autant ses sœurs, son papa que moi, que mon noyau familial. Et donc, elle arrive. 3 mois plus tard, on ouvre la boutique avec un chantier qui se passe super bien. Et donc, tout un accomplissement magnifique, sauf que 2 mois après, paf, le Covid. Donc ça, c'est pas facile puisque j'accouche d'une petite merveille. En même temps, je suis très heureuse de ce Covid avec le recul et avec beaucoup d'auteurs parce que j'ai pu profiter pleinement de ma fille, ce que je n'ai pas pu faire avec mes 2 premières. Donc ça, c'est assez magique, quoi. J'ai pu la garder jusqu'à ces 1 an. C'était improbable pour moi en tant qu'entrepreneur. Donc, on a ce côté-là. Par contre, je viens d'investir quand même beaucoup, beaucoup de temps, de sous et d'amour dans ce nouveau projet qui s'appelle Room 260. Et là, j'arrive, porte fermée en mars. Et c'est là où il y a aussi un gros déclencheur qui aujourd'hui font aussi partie de moi, de Edna. C'est que je vois cette porte fermée alors que c'est mon dernier bébé qui vient de naître aussi. Et moi qui suis relativement à la base introvertie et timide, je me dis, j'ai quand même une magnifique collection, j'ai un magnifique magasin et je dégaine mon téléphone, tout simplement. Et je parle à cette petite communauté qui vient de commencer puisque c'est un tout nouveau projet. Et là, ça prend super bien. Ça prend super bien et c'est assez magique. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, 5 ans plus, on est 5 ans plus tard, il y a ces stories, il y a ces Insta Live, il y a cette communauté qui est très engagée, il y a cette image qui est là, qui est notre couple, puisque ça a été vraiment l'aboutissement en fait professionnel dans Room 260, c'était de trouver le dressing de Edna et Raphaël, qu'aujourd'hui les trentenaires actifs ne trouvent pas, donc des vêtements de qualité avec une bonne sélection, avec un bon rapport qualité-prix, et où, si tu verrais le samedi, c'est génial, t'as toutes des familles qui viennent, des couples avec un bébé, avec 2 bébés, tout le monde s'éclate, il y a une énergie qui est assez impressionnante. À ce moment-là, donc, on va dire, on va reprendre au temps du Covid. Vous avez 2 boutiques, Yes Boutique, et un nouveau, mais moi je vais dire concept. Ouais, c'est ça. En effet, c'est plus qu'un magasin pour moi. Tu apportes une vraie valeur ajoutée qui est ton œil et qui est ta connaissance de la mode. Tu devais donner un conseil ou un moment clé ou un tournant dans ta vie, disons juste avant le Covid, pour entreprendre. Quelles recommandations tu donnerais à quelqu'un qui est intéressé par la mode, mais que comme toi est bien placé, a un CDI qui est confortable? Est-ce que déjà tu as des regrets, des remords? Ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait peut-être entreprendre mais qui hésite ou qui a peur? Alors, ta question, j'aurais pu répondre à 2 ou 3 manières différentes dans le temps de ma vie, mais aujourd'hui, avec le recul, d'abord, moi, j'ai aucun regret et aucun remords d'avoir quitté ma place. D'abord parce que j'ai beaucoup appris là, mais vraiment mon conseil, c'est si la passion est là vraiment dans le ventre, de foncer. Si la passion est pas là à 100%, je dirais qu'on est bien en tant que salarié. Aujourd'hui, en Belgique, on est super bien, on est bien encadré, on a des bonnes assurances, on a des bons packages salariales. Tout ça est super bien. Donc, il faut réellement il y ait une passion derrière parce que l'investissement temps, en tant qu'entrepreneur, est impressionnant. Mais ce qui est génial, c'est que ce temps, pour moi, quand c'est une passion, n'est plus un travail. Voilà, donc c'est vraiment si cette passion est dans le ventre et que ça anime et que même si les tenants et les aboutissants ou les plans financiers ne sont pas complètement aboutis, tant que la passion est là, il faut y aller, vraiment. Ça t'a rassuré d'entreprendre à 2? Complètement, ouais. Tu conseillerais de s'associer? Oui. En couple? En couple ou pas en couple? En tout cas, la charge mentale et la masse de travail fait que quand on est à 2, clairement, je trouve que
je sais pas si c'est plus facile d'avancer parce que des fois c'est pas toujours évident, mais en tout cas on peut se partager les tâches et ça c'est hyper important. Et aujourd'hui moi avec Raph, c'est vrai que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on est entrepreneur à deux et on sait quel rôle a chacun, on s'entraide à fond, on se challenge à fond. Tandis que quand on est seul, peut-être qu'on a moins ce petit challenging constamment. Quelle est la place de la mode pour vous deux? Elle est hyper importante. Alors, pour Raph, ça fait depuis plusieurs générations qu'ils sont dans le textile. Donc déjà, 4e génération. Histoire de famille. Histoire de famille, de son côté. Transmission complètement. Wow. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important de l'aider à se lancer parce que je pense que c'est vraiment une vocation pour lui. Et de mon côté, l'entrepreneuriat est une histoire familiale, pas spécialement la mode. Et moi, c'est vraiment depuis toute petite que j'ai toujours vu ma maman très très bien s'habiller avec des textures, avec des matières, j'avais une grand-mère qui était très coquette. Donc la place de la mode était plutôt sentimentale que dans le boulot. Et donc moi c'est ça qui m'anime, c'était de rendre les femmes plus belles, plus fortes. C'est important. Pour monter un business comme ça de textile, retail, prêt-à-porter, quels sont, quand tu entreprends, les grands axes d'attention? La sélection, parce que vous, c'est des multimarques, hein. Vous vendez d'autres marques. Donc, la sélection, peut-être, que ce soit homogène. Dis-nous un peu, toi, quand tu cherches une nouvelle collection, quel est ton point d'attention? Alors là, c'est drôle que tu demandes ça parce que je reviens de Paris où là, je sélectionne énormément, où j'ai des collaborateurs, des marques avec lesquelles je travaille, des représentants. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes quand on ouvre. Mais comme tu m'as posé la question sur la sélection, je vais te parler plutôt de la sélection. Oui, c'était 2 questions, c'est vrai. Voilà. En fait, moi, comme je suis beaucoup, tu disais, Room 260, c'est pas qu'un shop, c'est pas qu'une boutique, c'est vraiment un concept. C'est dans l'idée que où les hommes ou les femmes se sentent bien du matin au soir, qu'ils aillent bosser, déposer leurs enfants, aller boire un verre avec leurs amis. Et en fait, on connaît tellement bien nos clients que quand on va chercher des nouvelles marques avec Raph, l'idée, c'est de toujours s'imaginer. Donc, on prend nos coups de cœur, mais on pense beaucoup à nos clients et on les connaît tellement bien que finalement, on a envie de les chouchouter par des nouveautés. Et là, on se challenge. Et des fois, heureusement que Raph et moi, on est à deux parce que je lui dis, écoute, j'ai envie de ça, mais j'ai un peu peur que ça marche pas ou que le prix freine. Il me dit, si t'as confiance, vas-y. Et là, il me pousse, il me dit, on y va. T'adores, tu fonces, tu y vas. N'hésite pas. Et c'est là où c'est notre force. Et donc là, maintenant, après 5 ans, là où on se renouvelle encore plus, c'est d'aller voir un peu plus loin que Anvers, c'est vraiment notre petit cocon pour dénicher des marques. Paris. Et maintenant, on va aller un peu plus loin pour dénicher encore de nouvelles marques. Donc, on se challenge c'est tout chouette, le temps. C'est de nouveaux projets encore. Voilà. Parce que l'idée de Room 260, c'est de le multiplier encore. Vous voulez refaire des boutiques comme vous avez fait un peu pour Yes, ou partir sur le digital peut-être plus et faire de la e-vente. C'est quoi un peu votre vision à court et long terme? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Très bien. Ouais. C'est pas de développer du retail. Par contre, c'est et donc c'est pas non plus de développer de l'e-shop parce que moi, je suis quelqu'un qui aime trop les vêtements. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de conseiller. J'ai besoin qu'une femme, quand elle essaye son pantalon, j'ai pas besoin qu'elle me dise, Edna, j'adore. J'ai besoin de voir son regard si elle se sent bien dedans. Ça, c'est hyper important pour moi et via l'e-shop, c'est pas possible. Donc, non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est finalement vraiment de développer ce concept 360 degrés, de pouvoir proposer des masterclass, de pouvoir apprendre aux gens à mieux consommer, à s'aimer dans ce qu'ils portent, de comment même entretenir un vêtement, c'est important, c'est bête, mais l'idée d'avoir un bon entretien d'un vêtement, il a une plus longue durée et de pouvoir aussi mélanger des vêtements de chez moi, des vêtements un peu plus luxueux, des vêtements qui sont plutôt mass retail et de communiquer. C'est vraiment une communication 360 degrés via des newsletters, via des masterclass, via des workshops. Et donc, cette année, il y a l'opportunité qui s'est mise grâce à un énorme travail en amont, mais où il y a plein de collaborations qui se font avec d'autres marques qui vont s'implanter chez Room le temps d'une soirée ou le temps d'un pop-up. C'est génial. Et donc, c'est ça qui est cool. En fait, ça devient même un lieu d'événementiel. Exactement, voilà. On retrouve chez toi l'humain avec un grand H dans ton projet, quoi, au final. C'est gai de voir qu'après d'avoir ouvert plusieurs boutiques, tu reviens en fait à ce qui toi te drive, ce qui te parle, ton feu intérieur. En fait, au-delà du vêtement, c'est l'humain. C'est que lui se sente bien. C'est beau, comment tu le dis. Tout à fait. La femme s'aime au travers de ses vêtements. Ça représente quoi pour toi, le vêtement? Le vêtement, c'est vraiment quand on
quand on s'habille le matin, c'est ce qui va dégager l'énergie de la journée pour moi. Et donc, quand on se sent bien dans ses vêtements, je pense qu'on se sent mieux, on arrive à avoir une énergie qui est assez incroyable et ça fait partie aussi avec plein d'autres choses comme la nutrition, comme le sport, comme le mindset, comme plein d'autres choses, mais qui font que ces journées seront bonnes et on va se sentir forte pour affronter ces journées. À quoi tu penses quand tu te lèves le matin, toi? À tes rendez-vous ou à la météo? À la météo, jamais. Jamais. Ça, c'est un truc que je regarde jamais. La météo, non, elle m'importe pas beaucoup. Par contre, en fait, déjà la veille, je pense à ma journée du lendemain. Donc, le matin, quand je me lève, j'essaie d'avoir un esprit assez clair d'abord pour mes enfants, avoir un focus sur mes enfants. Okay. Et je démarre ma journée finalement professionnelle une fois qu'elles vont à l'école. Ok. Ouais. Ok. C'est comme ça que tu t'organises. Ouais. Quelle est la place du digital? Donc, on l'a vu avec Covid, il y a eu ce shift où là, il a fallu se montrer, s'exposer. Enfin, je ne sais pas s'il a fallu, tu l'as fait spontanément. Toi. Spontanément, ouais. Donc, pour quelqu'un qui était plutôt réservé, ça fait peur de prendre un face cam. Toi, dis-nous, comment tu t'es sentie et les retours que tu as eus? C'est encourageant ou ça freine? Ouais, les retours sont hyper encourageants et c'est un peu grâce à ça que j'ai continué parce que pour dire l'anecdote et qui est assez privée mais que j'ai envie de partager, il faut savoir que les premiers face cam, le soir, j'avais full eczéma, quoi. Le matin même, j'avais de stress parce que c'est pas évident de s'exposer du jour au lendemain. Après, les retours sont tellement positifs, tellement bienveillants. Je touche ma tête parce que c'est vrai que la communauté Room, qu'elle soit homme, femme, enfant, famille, en digital ou en vrai, elle est hyper... elle te fait monter vers le haut. Mm-hmm. Et c'est vraiment un partage mutuel finalement, les réseaux. C'est pas uniquement me montrer sur les réseaux, c'est un partage parce que j'arrive à donner confiance aux femmes via ça. J'arrive à inspirer des femmes de comment s'habiller. C'est vrai que tous les matins, j'ai beaucoup de messages de femmes, beaucoup, et c'est hyper enrichissant, de pouvoir partager finalement cette passion. C'est quelque chose que tu recommanderais, le personal branding, incarner sa marque, se montrer, oser dévoiler qui est derrière la marque. C'est quelque chose que tu recommanderais pour des entrepreneurs qui veulent, comme toi, faire fleurir leur business? Alors, oui et non. Moi, dans mon histoire, c'est quoi? C'est que quand on avait les boutiques Yes, on prenait beaucoup d'égérie, beaucoup de... à cette époque-là, on était dans les premiers à avoir de l'influence. C'était le début de l'influence à Bruxelles. Et en fait, quand on a lancé Room 260, j'avais deux pôles à choisir. Soit je continuais avec des super belles filles, des mannequins, et avec de l'influence, et avec des femmes qui voulaient mettre en avant nos produits. Soit je me suis dit, j'ai fait le tour, et finalement, je vais vendre mon dressing et le dressing de Raph. Donc, ça correspondait, ça collait. Ça coulait de source que ce soit moi et Raph les égéries de Room 260. C'était nous les ambassadeurs de Room 260. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Alors, pas avec de l'influence, mais par contre, avec des vrais ambassadeurs Room 260, avec des vraies personnes. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça reste un message qui est propre à une vraie réalité. Mm-hmm. Voilà. Donc, en fait, les influenceurs, pour vous, c'est plutôt monsieur et madame tout le monde qui représentent mieux complètement que des influenceurs qui vont en fait faire des stories pour vendre le vêtement à l'instant T, mais qui ne vont peut-être pas forcément le porter tous les jours. Après, quand tu me demandais est-ce que je le conseillerais à tout le monde, c'est vraiment voir si ça colle à la personne, si ça colle à son image. Parce que si ça colle pas à son image, je pense que ça va se ressentir. Donc, c'est intéressant de le faire soi-même quand ça colle vraiment à soi. Tout à fait. On dit souvent quand on veut, on peut. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement d'accord. Quand on veut, on peut. Vraiment. Convaincu de ça? Convaincu. Oui. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux? On en a parlé, mais je ne sais pas ton rapport peut-être plutôt au niveau de ta famille, de tes enfants. Quel est toi ton rapport à ça? Alors justement, ça a été un peu compliqué. Beaucoup de discussions avec Raph là-dessus. Oui. Comme beaucoup de familles. Comme beaucoup de familles, je pense. Ouais. Complètement. On a envie de préserver nos enfants. Moi, les miennes sont grandes maintenant, les 2 premières sont grandes, Elsa, elle a 5 ans et demi. Et c'est vrai que si jamais je veux poster l'une de leurs photos, je leur demande. Donc, je le fais donc, l'idée, c'est de le faire le moins possible. Et quand ça se met, c'est de leur demander, entre guillemets, leur accord. Donc, des fois, elles vont dire oui, des fois, elles vont dire non. Mais dans l'idée globale, c'est de le plus les protéger le plus possible et donc de moins les montrer. On a parlé de l'entrepreneuriat en couple. Comment vous faites pour un petit peu équilibrer vie pro, vie perso?
La bonne balance, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. La vie privée, la vie pro, les amis, la famille, c'est la bonne balance de tout. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez organisé dans ma vie, très même. Et je crois que c'est très important pour avoir une bonne balance. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là pour nos enfants. Et il faut savoir qu'au plus ils grandissent, parce que là, mes filles, elles sont dans l'adolescence, au plus elles ont besoin de papa et maman. Ah tiens. Ouais. Okay. Au début, c'est des petites choses. On va les chercher à l'école, on va les récupérer, on prépare le repas, le petit bain, etc. Après, c'est d'autres sujets. Hein. C'est les examens, c'est les sorties, c'est vraiment d'autres sujets qui sont un peu plus cérébrales finalement. Et donc, il faut être là. Il faut être très présent et surtout à cette tranche d'âge-là. Et donc, la bonne balance, c'est d'abord que quoi qu'il arrive, on est là pour nos enfants. Ça, c'est en premier. Ensuite, c'est le shop et c'est le travail. Et ensuite, c'est tout ce qui est social, donc famille, amis. Et une fois qu'on arrive à avoir ça, et c'est vrai que le week-end, d'office, on s'octroie des fêtes avec les amis. Le vendredi soir, on a toujours un grand dîner de famille. Et la semaine, on est vraiment là pour nos enfants. Et eux comprennent cette balance. C'est très important de communiquer avec ses enfants. Moi, mes grandes, elles savent à quel point mon travail est important. Donc, quand je suis pas là, c'est pas pour aller m'amuser ou pour aller boire des cafés, c'est vraiment parce que j'aime bosser. Ça t'arrive de dire non à des amis parce que ça se met pas, parce que t'as trop pour le boulot, pour la famille? Ça t'arrive de dire non? Alors là où je dis non, oui, c'est plutôt dans le social. Si déjà ça sera non dans le social, dans la famille ou dans les amis, moins pour le boulot et pour mes enfants qui sont une priorité. Ouais, complètement. Tu culpabilises pas? Par rapport au non? Par rapport au non. Aujourd'hui, non. Il y a quelques années, énormément. Mais je me dis que quand on réfléchit souvent à l'avant-après, et il faut aussi se dire que quand on est bien entouré, les gens les gens me connaissent. Et donc, c'est pas un non pour dire non. Ça veut dire qu'il y a vraiment une raison derrière. Et donc, non, il n'y a pas de culpabilité. Il faut pas, surtout pas. La culpabilité, c'est lourd. Oui, ça fait beaucoup de charge mentale en plus. Alors que... Vraiment. Quelle est la place du sport pour vous deux? Alors, elle est devenue vraiment, vraiment importante et vitale. Et en fait, on se rend compte que si on avait eu le sport à l'époque où on développait énormément de boutiques, peut-être que ça nous aurait aidé. Parce que ça fait pouvoir se vider la tête. C'est vraiment... les gens me demandent beaucoup pourquoi tu fais ton sport, c'est pour ton corps. Tu fais des séances quotidiennes presque. Hein. En tout cas, c'est une belle routine que vous avez. On le voit sur le réseau et c'est inspirant. Moi, j'admire. Quoi. Et on est en couple, vous trouvez le temps, vous dégagez du temps pour le faire. Donc, sportive avérée. Oui, complètement. Ouais, et j'adore. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un petit peu pour un renforcement musculaire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie à chaque fois les bonnes personnes au bon moment. Et donc, j'ai rencontré une coach pendant le Covid qui venait, donc à l'époque, c'était à la maison avec des masques, etc. Et qui m'a donné goût au sport parce que je n'avais pas tellement le goût du sport, de se dépenser, oui, un petit peu bouger, oui. Mais là, c'est vraiment devenu un mindset. Et oui, on a cette routine sport avec Raph qui nous aide énormément dans la charge mentale en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est un point d'honneur carrément. Hein. Je crois que je dirais dans le top 3 à faire tous les jours, quoi. C'est du sport. Comment tu organises tes journées? Donc le matin, on a vu, c'est pour les enfants. Ensuite, une fois qu'ils partent. Alors, ils partent assez tôt. Et souvent, le moment du matin, c'est à nous 5. Mais après, c'est Raph qui les dépose à l'école. Et au même moment, moi, je pars vite au sport. Il faut savoir que le sport, faut pas s'octroyer des heures. Hein, parce que si on décide de faire à chaque fois par 3 heures ou « Attends, je me change, je me douche », on n'ira jamais. Très bon conseil. Voilà, donc moi je vais avec mon legging et un t-shirt et un gros pull parce qu'il fait très froid en ce moment et 4 vestes. J'arrive là, je fais mon sport, je mets ma musique à fond, je m'évade dans un podcast. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi avec le sport d'avoir la rencontre du podcast qui est hyper inspirant pour moi. Et donc, j'essaye de choisir 1 ou 2 séances. Les podcasts qui sont longs, je fais 2 séances de sport. Ça veut dire quoi? C'est que par 20 ou 40 minutes, j'arrive à faire mon sport, je change mon haut, je mets un bon blazer et j'y vais, j'attaque ma journée. Il est même pas 9 heures. Donc, tu t'apprêtes au centre ou tu reviens ici? Non, je m'apprête au centre. Ah oui, ok. Je m'apprête au centre, donc tout est organisé dans ma voiture et je m'apprête au centre. Et en fait, ma journée, finalement, elle peut commencer vraiment à 9h, même un peu avant si j'y vais tôt, puisque je sors de la maison à 7h30. Là, t'enchaînes les rendez-vous? J'enchaîne les rendez-vous. Alors, soit les lundis, je suis beaucoup à Paris. Les mardis, je suis beaucoup à Anvers. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire aussi à mon retour de temps en temps, avant que les filles ne rentrent de l'école. Par exemple, quand je fais des longues journées rendez-vous, il faut savoir que je commence très tôt, mais les lundis, mardis, c'est mes filles
c'est une priorité. Donc, à 4 heures, ça doit être terminé, tous les rendez-vous. Et là, c'est les enfants. Donc là, il n'y a pas de sport l'après-midi. Mais par exemple, je peux aller très tôt. Le mercredi matin, je fais mes Insta Live qui commencent très tôt. Donc, c'est drôle parce que les gens aussi... j'avais fait un petit réel là-dessus parce que l'Insta Live, c'est bien mignon pendant 40 minutes où je montre les nouveautés, où je parle, etc. Mais il faut savoir que le mindset de l'Insta Live, il commence à 6 heures du matin, par contre. La préparation, la mise en place, aller directement pouvoir se changer très rapidement et ensuite ouvrir une boutique. Donc, c'est beaucoup d'énergie, énormément. C'est beaucoup de préparation en amont qu'on ne voit pas toujours ou qu'on ne devine pas. Quel est ton rapport à ton image, à toi? À quel point tu t'aimes, à quel point tu t'apprécies? Ça c'est dur. Ça, c'est toujours une question un peu difficile pour les femmes, particulièrement. Comment te répondre? C'est marrant parce que je m'imagine si Raph était là, il t'aurait répondu tout à fait autre chose que ce que je vais te répondre. Donc, je vais essayer de balancer dans le sens où on n'est jamais satisfait de son image. Jamais. Et donc, à un moment donné, il faut mettre aussi un petit peu dans la balance ce qui va et ce qui va pas. Mon rapport à ma 3e maternité a fait que ça a beaucoup changé. Hein. On relativise beaucoup de choses. On prend le bon, on laisse le moins bon sur le côté et quand c'est moins bon, on essaye de l'améliorer soi-même. Donc, par exemple, c'est vrai que ces dernières années, tout le monde nous dit « Ah, Edna, t'as énormément maigri. » Bon, finalement, c'est pas vraiment maigrir, mais c'était vraiment un mode de vie qui a changé dans mon alimentation, dans le sport, dans le mindset. Et pour moi, l'image, est-ce qu'elle est importante? C'est difficile à te répondre. Est-ce que j'aime mon image? J'ai difficile à te répondre. Comment gères-tu le stress dans ta vie? Alors, beaucoup mieux qu'avant. Ça, je suis très contente. Je suis hyper fière de moi. Bien. Ouais, très. Bien. Vraiment. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Comment t'as évolué? Mais de nouveau aussi, ce qui s'est passé dans ma vie a fait que tu reposes tes priorités. Et alors, vraiment, il y a un truc que j'ai envie de faire passer pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur stress. C'est toujours de respirer quand on a une information. De prendre un tout petit peu d'auteur, de jamais répondre à la seconde. C'est tellement mauvais, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et je trouve que ça crée un stress, ça crée de la culpabilité d'une mauvaise réponse ou d'une bonne réponse. On reçoit une information qui peut être bonne ou moins bonne. Souvent aujourd'hui, la communication WhatsApp avec les groupes, avec les amis, avec la famille, avec l'école, ça génère énormément de... Personnellement, moi, ça me génère énormément de stress. La quantité de WhatsApp, quand je vais faire une heure de sport, des fois, j'ai peur d'ouvrir mon téléphone. Donc... prendre de la hauteur, se dire « Ok, je respire, je vais l'ouvrir dans 5 minutes quand j'aurai peut-être un peu plus de temps ou quand j'aurai d'abord regardé dehors, le ciel, prendre l'air et faire une chose après l'autre. Vraiment, pas dans la précipitation, ça génère beaucoup moins de stress. C'est vraiment un gros conseil. C'est un excellent conseil. Est-ce qu'il y a une grande leçon de vie que tu as apprise, que tu as envie de transmettre? Oui. Ouais, ma leçon de vie, c'est vraiment... être bien ancré dans la terre, savoir d'où viennent ces valeurs et donc se les approprier. Et se les approprier, c'est savoir une ligne de conduite dans sa vie. Et quand on a cette ligne de conduite où on est bien avec soi-même, tout se met bien. Tu te fais aider, toi? Tu te fais coacher? T'as thérapeute? Comment tu trouves je te sens alignée avec toi-même, tu vois? Genre très en phase. Je suis très en phase, ouais. Est-ce que j'ai été aidée, coachée? Alors, par rapport au côté pro, j'ai rencontré de nouveau des magnifiques personnes qui m'ont aidée un petit peu dans l'aboutissement de certains projets. Donc, c'était du coaching très spontané par rapport à certains projets et je le recommande aussi vraiment. Et à chaque fois que j'allais chez ces femmes qui étaient hyper inspirantes, elles me disaient Edna, tu es complètement alignée avec ton projet, donc fonce. Et en fait, c'est juste rassurant de l'entendre. Donc, le coaching, je le conseille. Ensuite, suite à ce qui m'est arrivé, oui, j'ai été suivie pendant un bon moment parce que c'est important de pouvoir faire un deuil pour mieux rebondir. Et je crois que un deuil, ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un proche, d'un parent, mais ça peut être aussi un changement de vie, un deuil. Oui, mais quand tu disais justement, on a fermé des boutiques, tu dis aussi c'est ce deuil-là aussi à faire. D'un projet que tu visualisais et qui change. Et il faut rebondir, il ne faut pas forcément se laisser où on va toucher le fond et puis on tape fort et on remonte. Exactement. Mais c'est vrai que c'est toujours se réinventer, être créatif.
Et pour le coup, à ce moment-là de ma vie, c'est marrant que tu dis ça, le sport qui m'a énormément aidée, ça je le conseille à des personnes qui touchent un peu le fond et qui ont du mal à revoir la lumière. Eh bien, la boxe m'a aidée à un point incroyable. En fait, il y a eu tout, j'ai pu décharger toute ma colère que j'avais par rapport à ces événements de vie. Et ça m'a aidé à rebondir. Donc, je l'ai pas fait super longtemps parce que c'est un sport qui est très physique, un peu trop physique pour moi. Mais je l'ai fait pendant un moment et ça a été plus une thérapie qu'un sport. Ça a été assez incroyable. Actuellement, tu fais quoi comme sport? Alors aujourd'hui, je m'éclate dans mon sport, donc c'est pas j'ai pas une routine fixe. J'ai pas une routine fixe, mais par contre c'est hyper varié. Donc je vais faire un peu de salle avec un peu de cardio, un peu de salle avec du musculaire où je me suis construit moi-même via des vidéos sur YouTube de personnes que j'adore, que je suis. Eh bien j'ai une petite routine musculaire. Je continue avec ma coach qui m'a beaucoup aidée depuis des années dans mon développement aussi sportif mais personnel. Et ensuite il y a des super chouettes cours que j'arrive à catcher à certains moments. Pour revenir un peu sur le côté mode et sur toi, ta vision de la mode, est-ce que tu suis les tendances? Ouais, énormément. Énormément. C'est quelque chose, même si on sait que la mode c'est cyclique. Est-ce qu'il y a des pièces que tu ressors, que tu as depuis, 20 ans dans ton dressing? J'avoue que moi aujourd'hui j'ai mis la veste de ma grand-mère. C'est aussi très belle. Oui, c'est une veste, tu sais, franchement elle pèse 5 kilos, je crois, elle est extrêmement lourde, mais c'est vrai que tu sens un peu le savoir-faire à l'ancienne. Exactement. Et c'est agréable de ressortir ce genre de pièces bien finies. Ouais. T'as aussi cette joie à ressortir une pièce que t'as dans ton dressing depuis longtemps? Ah mais complètement. Alors autant j'adore la mode, autant j'adore les tendances. Je fais des veilles, je suis très en avance, je fais beaucoup de recherches là-dessus. Je suis passionnée de lecture, des derniers magazines que je vais spécialement jusque Paris les chercher. Autant pour moi c'est hyper important de garder des bonnes bases, comme un manteau d'une grand-mère, comme le sac de sa tante, comme un bon pantalon qui est bien coupé. Et étonnamment, moi qui ai un shop, je ne conseille pas de trop acheter, mais de bien utiliser. Et c'est ça vraiment mon message aujourd'hui par rapport à la mode, c'est que d'abord c'est cyclique, donc tout revient. Mais par exemple, moi quand j'étais jeune, j'étais fan de pâtes Def. J'ai des pâtes Def qui ont 20 ans. Par contre, je vais pas les porter souvent. Mais je suis trop heureuse quand je les ressors. Mais j'ai une sensibilité à mon dressing qui est assez particulière. C'est quoi ta pièce préférée, ta pièce chouchou? Ma pièce... Alors, moi, je suis une... je vais encore dévoiler un truc que personne ne sait. Vive Audace. Les exclus, on adore. Les exclus chez Audace, il y en a beaucoup là aujourd'hui en plus. Ça se dévoile à fond. Alors moi, je suis une grande collectionneuse de chaussures. Depuis toute petite, moi, dès que j'avais un peu de sous, c'était une paire de chaussures que d'abord j'économisais parce que les chaussures, ça coûte quand même. Donc, je suis une grande collectionneuse de chaussures et d'accessoires, c'est-à-dire sac et ceinture. Et alors, mes pièces fétiches, c'est vraiment, c'est mes manteaux, mes blazers. En fait, c'est ce qui termine une tenue. Donc, autant j'adore mes jeans et pantalons, mais autant le manteau, ouais, j'ai un souci avec les manteaux. Ouais, j'avoue que j'aimais, mais j'ai jamais su expliquer pourquoi j'aimais tellement les manteaux. Alors, je pense que c'est vraiment quand tu arrives quelque part, surtout en Belgique où c'est pas un pays chaud, c'est la première pièce qu'on va voir sur toi, mais c'est surtout un sentiment quand on met un manteau, c'est vraiment la dernière pièce qui termine avant de passer le pas de sa porte. Et c'est là où tu te dis, l'impulsion est bonne. Ouais, j'avoue que je fais partie de ces filles qui ont besoin que le manteau aille avec la tenue. Je me dis jamais, la tenue en bas va, ok, je mets n'importe quoi au-dessus, j'arrive pas. J'ai un blocage avec ça. Je peux pas mettre un manteau qui va absolument pas avec la tenue. Ah ben non, je comprends. Totalement. Tu pourrais mettre un simple jeans et t-shirt blanc, mais le manteau doit aller sur le style de ton jeans. Complètement. Et c'est ça qui va marquer ta dégaine de la journée. La dégaine, j'en parle souvent parce on peut avoir un bon jeans, un bon t-shirt, un bon manteau, mais il y a de comment le porter, l'allure qu'on a dedans, comment on se sent. Et c'est ça le plus important quand on achète un vêtement. C'est pas acheter le jeans qui est sur l'influenceuse ou sur la voisine parce qu'on aimait bien, mais c'est le jeans quand on se regarde dans le miroir, on se dit ok, je me sens bien dedans. Ouais. J'adore le mot la dégaine. C'est hyper important. Ça en dit long, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à la personne qui partage ta vie? Ouais. La personne qui partage ma vie, ça a été celui qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui, avec des hauts et des bas, et que je souhaite à tout le monde, parce que quand il y a que des hauts, c'est un peu lisse et plat. Avec des hauts et des bas, on a réussi vraiment à surmonter ensemble la vie qu'on a accomplie, et grâce à lui, je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir eu mes enfants avec lui, de partager ma vie avec lui et de partager aussi ma passion avec lui, et de pouvoir aussi m'accomplir en tant que femme auprès de lui. Donc il y a eu pas mal de choses avec mon Raphaël. Vous partagez beaucoup de choses. Est-ce que tu as un petit bonheur à toi qui t'est propre, un truc qui te fait kiffer,
que t'attends la journée? Mon petit bonheur à moi, c'est les moments précieux que j'ai avec moi-même. Ça, c'est vraiment important de prendre le temps avec soi-même. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et de pouvoir être dans ma bulle et de pouvoir explorer tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, demain et après-demain, de poser mes idées avant d'entamer mes 1001 vies que j'ai dans une journée. Comment tu fais? Tu écris? J'écris beaucoup, mais par petites notes, et j'ai beaucoup de choses en tête. Ok. Ouais, beaucoup, beaucoup en tête. Est-ce que à un moment donné, tu te sentis un peu crouler entre toutes ces casquettes et ne plus vraiment te retrouver toi-même? Ouais. Alors, j'allais dire, je l'ai plus aujourd'hui, mais je l'ai eu quand mes filles étaient petites, oui. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, faire du sport, c'était improbable. Faire une douche de 20 minutes, c'était improbable aussi. On a un peu croulé sous nos enfants, mais qui nous amènent tellement de bonheur. Donc, je crois que c'est important de se dire, quand on a des enfants en bas âge, de se dire que c'est un moment T de notre vie. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une petite et des grandes, et je me dis que ces moments passent tellement vite. C'est important de se dire, on croule pas sous ça, on est avec ça, mais juste à un moment donné de sa vie, et ça va passer puisque les enfants vont grandir, il y aura plus ça. Donc, autant même carrément en profiter, de prendre un peu je croule sous ça, dans ce petit bonheur. Oui. Parce que ce chaos bonheur. Ouais, ce chaos bonheur, parce que ça passe trop vite. C'est un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Et moi, j'arrive à le voir parce que derrière toi, il y a une photo de mes 2 grandes et de ma petite. Et je réalise que, voilà, ça va super vite. À toutes ces femmes qui hésitent à justement jongler avec une vie de mompreneur, comme on dit, pour un peu se dégager aussi ce temps, parce qu'on va pas se le cacher, quand tu fais un 8-17 comme moi je faisais avant, c'est plus compliqué de passer du temps avec ses enfants. Ouais. Est-ce que tu recommanderais de se lancer malgré que c'est dur, malgré que c'est beaucoup de boulot, d'entreprendre? Alors, moi, je dirais que si l'idée est là, si on est quelqu'un d'un peu organisé, tout se met bien. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est un peu mon mantra. C'est une question d'organisation dans la vie. Un 8-17 est compliqué, mais en tant qu'entrepreneur, des fois, c'est plus d'heures. Mais par contre, on choisit ses heures aussi. Donc, on choisit de bosser le dimanche ou pas le dimanche, le lundi ou pas le lundi pour être avec ses enfants. Donc, si l'idée est bonne et si ça nous anime, il faut savoir aussi que les enfants sentent quand les parents sont épanouis. Et c'est aussi ce challenge-là de se faire, de se dire, OK, mes enfants vont me voir épanouie. Et c'est aussi un aboutissement. Donc, il faut foncer et tout se met bien en place après. Est-ce qu'il y a un mantra ou une citation qui te touche particulièrement? J'en ai beaucoup là, est-ce que ça me vient tout de suite? La communication, la transmission, c'est des mots qui me parlent assez bien, c'est des mots qui sont assez forts, que ce soit autant dans le privé que dans le professionnel, autant que ce soit avec mes clients qu'avec l'équipe qui m'entoure, qui est une équipe extraordinaire. Il faut savoir que l'équipe au travail, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup parlé de ma famille, de mes amis, mais l'équipe au travail, pour moi, c'est comme une deuxième famille. C'est les gens avec qui on est le plus en termes de temps, d'heures, de partage. Et donc, bien s'entourer, transmettre ses idées, ses valeurs, partager, communiquer, c'est vraiment, c'est les mots d'ordre. Après, à part la communication WhatsApp, ça c'est tout ce qui est vraiment très pro avec l'équipe, mais on fait beaucoup de chouettes dîners en dehors, on fait beaucoup de sorties en dehors pour ressouder les liens, pour pouvoir aussi aller un peu plus en profondeur que uniquement le boulot. Et donc, ça crée des liens qui sont assez importants. Il faut savoir que, par exemple, ma coach chez Room, Jess, ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble. C'est beaucoup, c'est énorme. La photographe avec qui je travaille, ça fait 6 ans. Le caméraman, ça fait 3 ans. La copywriter, ça fait 2 ans, mais je la connais depuis qu'elle est petite. Donc, c'est des liens qui sont super forts, vraiment. Vous recherchez parfois des nouveaux talents chez vous? Ouais. Dans ce cas-là, si jamais quelqu'un écoute et ça lui parle, ce que tu racontes, il a envie de se joindre à l'aventure, il peut vous contacter comment? Sur le site? Il vient en boutique? Alors, le mieux, c'est via MP sur Insta. Ouais, c'est simplement un petit message sur Insta où je suis assez réactive là-dessus. Et donc, oui, quelqu'un qui est passionné par la mode via des réseaux, via une communication, via du copywriting, via du site, via pas mal de n'importe quel canal, mais qui est passionné par ce métier de la mode, peut simplement m'écrire. Il ne doit pas avoir un profil A ou B. Très bien. Ouais. Quelqu'un voudrait vendre ses pièces chez vous, c'est possible? Ouais. Ok, donc par même billet, on passe par MP pour proposer de vous faire découvrir ces produits? Ouais,
Et moi, je travaille avec beaucoup de créateurs belges Chouette. où ce qui est intéressant, c'est vraiment de nouveau, c'est l'histoire de la marque, où c'est une créatrice anversoise, ou c'est une créatrice bruxelloise, et qui prend ses valises et qui vient jusqu'à la boutique pour montrer ses collections avec beaucoup d'âme, en fait, et beaucoup d'amour. Et du coup, si ça me parle, je vais prendre. Après, je sais pas faire plaisir à tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment, si ça parle et si ça correspond vraiment à l'image de la boutique et aux personnes, je pense que ça pourrait vraiment plaire à ma clientèle, je fonce directement. C'est génial d'entendre Ouais. ça, parce qu'il y a beaucoup de créateurs maintenant qui savent plus comment rentrer en contact avec des revendeurs notamment. Alors, si je peux leur donner un petit conseil, c'est vraiment directement venir se présenter. C'est vachement plus parlant qu'un mail. Ok, oui. Ouais. Ta petite routine beauté, si tu peux nous la partager. Oui. Alors, moi, je suis très fidèle dans beaucoup de choses et même dans ma routine beauté. Donc, moi, j'utilise le même make-up depuis des années. Par contre, j'ai découvert une chouette marque qui s'appelle Charlotte Tilbury, que j'adore. On adore. Et en fait, on me demande souvent « Oh, mais t'as les yeux rouges ?» Oui, oui, j'ai trouvé un brun rouge de sa marque qui est tout le temps en rupture de stock. Je pourrais communiquer si vous voulez le petit lien. Oui, je le mettrai en description, bien sûr. Et donc, ma routine beauté, c'est bien se démaquiller, un bon démaquillant, une bonne crème de jour, une bonne crème du soir. Moi, je ne sais pas aller dormir sans me démaquiller, mettre ma crème du soir. Et ensuite, je mets toujours un make-up très light. Et je crois que ma touche personnelle, c'est vraiment mon crayon sur les yeux, un bon rímel et c'est parti. Parfait. Un podcast, un film ou un livre que tu voudrais nous recommander, nous partager? Ouais, c'est le livre qui m'a beaucoup parlé. Il y en a deux, mais il y en a un où j'ai oublié le titre, mais qui parle vraiment des matières et du cachemire. Je pourrais t'envoyer je le mettrai en lien, tout à fait. Voilà, je pourrais t'envoyer. Ça m'a vraiment porté parce que c'est vraiment dans la culture et dans les valeurs de mon travail. Mais sinon, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est La Tresse. Ouais. C'est très positif et en plus pour le coup, moi qui l'ai tellement aimé et j'aimerais bien faire aimer lire à mes filles, elles aiment bien mais pas tant que ça non plus, donc du coup il existe pour enfants aussi. Ah, en nouvelle version, ouais. Génial. Écoute, je vais finir avec la question signature d'audace. Peux-tu me raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Ouais, l'audace. Eh ben tu veux que je te dise, j'en ai pas mal d'anecdotes mais je vais raconter celle qui fait qu'aujourd'hui on est ensemble. J'adore. C'était un accomplissement pour moi de faire un podcast et je pense que c'est un feeling, comme ça a été toute ma vie, c'est est-ce que ça match ou ça match pas? Je t'ai écrit ce que j'aurais pas spécialement fait, faut pas croire, je fonce pas directement sur les gens en disant je veux le faire avec toi, je l'ai fait. Je pense que il y avait beaucoup d'audace dans ma proposition que tu as acceptée. Oui. Ça a pris un peu de temps et je suis très heureuse de pouvoir le faire en 2025, qui je pense est mon année avec toi. Donc l'audace d'oser demander, au pire c'est un non. Et au mieux, c'est un oui avec toi aujourd'hui. Merci Edna, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Vraiment. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous, c'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.